Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous avertis d'avance, elle sera moins positive que d'habitude. Après la magnifique ville de Medellín, on a finalement atterri à Cartagena. Le plan initial, c'est qu'on devait récupérer notre véhicule le lendemain de notre arrivée à Cartagena, mais déjà, 24 heures avant de quitter Medellín, on reçoit un message comme quoi notre véhicule va arriver plus tard que prévu. Déjà, en débarquant de l'avion, on est foudroyé par l'humidité violente qui règne dans la ville et désolé d'avance, on va en parler souvent dans cette vidéo. Pensant qu'on serait 3-4 jours à Cartagena, on s'est réservé un hostel économique pas très loin du centre-ville. Il est 5h30 le matin. À 2h, il jouait au soccer, il criait. À 5h30, il danse. Je comprends pas. Et oui, ça a été notre première expérience et pas la dernière, vous le verrez, à quel point Cartagena peut être bruyante. Après 2 nuits à plus ou moins bien dormir dans cet hostel-là, on a décidé de se réserver un Airbnb plus confortable au centre-ville parce qu'en plus, on venait d'apprendre qu'on subissait un 2e délai avec notre véhicule qui finalement allait arriver 1 semaine plus tard que prévu. Il mouille, il pleut, mais le ciel est bleu. C'est vraiment une région tropicale, hein? Parce que le nuage, je sais même pas où. Je sais même pas où est le nuage, mais il mouille. C'est comme ça, à toute heure du jour et presque de la nuit. C'est comme ça depuis midi. Il est 9h le soir. La musique, ça n'arrête pas. Jamais ici. Et oui, c'est pas parce qu'on avait changé de quartier et qu'on était rendu dans un beau Airbnb confortable que c'était plus calme pour autant. Heureusement, le matin, on avait un coquin voisin qui était là pour nous divertir. C'est un gros iguane. Il doit faire au moins 3 pieds. Peut-être avec la queue, peut-être un petit peu plus que 3 pieds. Parce que il a l'air petit, mais il est gros dans l'arbre. Parce que si je regarde une voiture en bas, c'est pas un petit iguane, ça. C'est un gros monsieur ou une grosse madame. Tant qu'à être à Cartagena, on prend quand même le temps d'aller visiter la vieille ville qui est reconnue comme étant magnifique. Mais après à peine 2 heures de marche en ville, on est totalement lessivé parce qu'il fait très très chaud, très humide, donc on doit retourner à notre Airbnb à l'air climatisé. On a décidé de ressortir le soir quand c'était légèrement plus frais pour aller manger un bon ceviche dans la vieille ville. On entre dans la vieille ville de Cartagena. On voit les fortifications un peu comme à Québec. On voit aussi ça. On va se faire offrir la coquerine 4 fois jusqu'au resto qu'on vise. Mais petite sortie ce soir, au moins il fait pas trop chaud, c'est très humide. Il doit faire juste 37 au ressenti, 40. Mais on va survivre. Tanguy a pris un ceviche de mixte et moi j'ai pris un ceviche de camarón. On s'est aussi pris une paella pour 2. La ville, c'est vraiment spécial. Je ne l'ai pas filmé, mais il y avait des gens qui habitaient dans... ou en tout cas qui erraient
dans les déchets et dans le feu. C'est vraiment bizarre. On devait juste à côté juste à côté du quartier touristique. Ça fait bizarre de voir ça alors que juste derrière nous, là-bas dans le parc, ou en tout cas dans le terre-plein, il y a des itinérants, il y a des gens qui n'ont pas l'air d'avoir mangé depuis longtemps, sont minces, il y en a des drogués. Tout le monde pour le passer de chaque côté, aucun problème. C'est comme ça en Amérique du Nord aussi, c'est juste, à chaque fois, c'est bizarre de voir ça. Ouais, c'est peut-être un aspect que la plupart des touristes ne voient pas quand ils sont de passage à Carthagène, puisque les touristes restent souvent dans la vieille ville, mais dès qu'on sort des fortifications, c'est hyper pollué. Même le pont qui mène à la vieille ville, il y a des gens qui vivent en dessous, des sans-abri. La ville est très pauvre aussi, on va se dire. La plupart des quartiers de Carthagène, c'est assez intense, donc peut-être un aspect qui est moins connu de cette ville qui semble magnifique aux premiers abords. On est le 20 septembre 2024 et en Colombie, à Carthagène, où il fait 50 degrés au ressenti à tous les jours, ils ont déjà les décos de Noël. En face bien une bonne pluie de même. Pour une rare fois, il fait quand même pas trop chaud. Autant tantôt, il faisait probablement 54 au ressenti, que là, il doit faire 29. On était sur la même longueur d'onde, mais ouais. Ça, c'est une vraie pluie tropicale. Ouais, les bateaux, ils doivent revenir assez vite, merci. Hein. Tourner en rond, l'orage a tourné, puis il est rendu ailleurs. Mais là, on peut être dehors, puis c'est quand même confortable. Puis c'est énormément plus sec, curieusement, même s'il a mouillé vraiment beaucoup. Phénomène météorologique que je comprendrai. En fait, j'ai pas encore compris. Après une semaine, profiter de la ville, relaxer, aller au gym, abuser du Netflix, gamer, on apprend qu'on allait encore subir un autre délai de 5 jours. Après la grosse pluie de hier, c'est vraiment moins chaud en fait. Donc, c'est déjà ça de gagner. Mais là, on est toujours aussi désespérés parce que notre camion n'arrive pas. L'entreprise qui gérait ça, qui gérait le transport, l'échappe comme il faut. Puis on est rendu avec des délais jusqu'au 26-27 septembre. Notre camion est dans un conteneur depuis le matin du 4 septembre. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, on pense que ça va avoir pris presque un mois avant d'avoir notre véhicule, alors que les délais estimés étaient de 10 à 14 jours. Fait que le double du temps, fait qu'on est un petit peu à bout. On a bien hâte d'avoir notre véhicule pour pouvoir dormir dedans à la montagne plutôt que de cuire ici à Carthagène. Et oui, on était à bout. En plus, faut le dire, Carthagène, c'est pas une ville de rêve où on veut y passer des semaines. Après 3-4 jours, c'est assez. Puis en plus, vous l'aurez compris, avec la température qu'il fait, c'est très difficile d'être dehors et d'y faire des activités. Bon, j'arrive de l'épicerie. Je suis allé chercher de l'eau. J'ai passé 30 minutes dehors environ. Et je suis en totale liquéfaction. Et en plus, on n'avait pas budgété autant de nuits en Airbnb. Il faut dire que ça nous coûte en moyenne 50 $ la nuit pour rester à Carthagène. Et aussi, on se dit qu'on pourrait peut-être faire des activités. Il y a des excursions à la journée dans des îles avoisinantes de Carthagène. On aurait eu l'option aussi d'aller sur la côte Caraïbe. Mais tout ça, ça coûte cher. Et en plus, les délais qu'on nous annonce sont toujours 2-3 jours. Donc, c'est vraiment difficile de planifier à l'avance. Maggie avec son agilité légendaire. Ça, c'est des œufs. Ça aussi, c'est un œuf. Et combien d'œufs partout? C'est pas grave, je vais les laver. Les gens avec qui on partageait le container pour renvoyer notre véhicule, rappelez-vous, c'était eux aussi un couple de Québécois. Et eux aussi, ils sont coincés à Carthagène. Donc, on se réunit les 4 pour faire des activités. On visite la ville, on va au restaurant. Et le soir de ma fête, on décide d'aller manger dans un restaurant de sushi dans la vieille ville. Maggie pour sa fête. C'est ce qu'elle préfère.
Ça, c'est les petits camions qu'on voit tout le temps passer, c'est des vieux Nissan. Tous les gens embarquent en arrière, puis c'est le service public. En fait, c'est les genres de taxis ou autobus local. Tout le monde utilise ça. Tous des vieux Nissan. Il y a écrit Nissan en face, mais je soupçonne que c'est des Datsun, des vieux Datsun des années 70, début 80 peut-être. Là. Maggie a trouvé son cadeau. Une boîte spéciale. Spécial cadeau. Gâteau Nécro. Gâteau Negro. Oh! Moi, je pense que ça vaut la peine. C'est un aubaine. Une aubaine. 104 000. Oh, 105 000. À peu près Oui. l'équivalent de 35 canadiens. C'est pas si mal pour de la qualité. Choix final pour accompagner les pochettes. On a pris un Trapadillo d'Espagne 2020 parce qu'il y a juste des vins chiliens et argentins anyway. Donc on va faire changement avec un petit vin d'Espagne. Après une belle soirée en ville, on évalue si on prend un Uber ou un taxi pour retourner à nos Airbnb qui sont à peu près dans le même quartier. Mais finalement, on prend la décision de marcher. Il fait beau, puis c'est à peu près une trentaine de minutes de marche. Donc, on décolle et on marche vers nos Airbnb respectifs. On marche donc, on rit, on parle fort. On est presque rendu à notre Airbnb, Hugues et moi. On est à peu près à 5 minutes. Il est environ minuit moins quart. Et on se fait surprendre par 6 hommes qui arrivent, dont certains en moto et en fait qui nous sautent dessus. Les 4, on l'a tous vécu différemment. En fait, chacun des hommes se sont attaqués à des personnes différentes parmi nous 4. Moi, il y a 2 hommes qui sont venus sur moi. J'ai pas vu leur visage. Il y avait des casques de moto. Ils ont, premièrement, la première chose qu'ils ont fait, ils ont tiré sur mon sac à main. C'était un sac à bandoulière. Donc, ils ont vraiment tiré fort. Puis, c'est drôle parce qu'on a tous eu un peu le réflexe de se défendre. Moi, je tenais mon sac vraiment très, très fort. Puis, ils ont pas eu le choix, en fait, de me mettre au sol pour être capable de me l'enlever. Mais une fois rendu au sol, j'ai lâché mon sac parce que j'avais trop peur de me faire battre. Puis à un moment donné, je voulais pas mourir à cause d'une sacoche. Quand je me suis relevée, j'ai vu Hugues aussi qui s'était relevé. Lui, en fait, c'est un homme qui est arrivé derrière lui. Il l'a attaqué par derrière. Il l'a pris. Il a mis assez rapidement la main dans sa poche pour essayer de lui prendre son cellulaire. Hugues a réussi à se débattre comme un petit ver de terre. Puis il a réussi à conserver son cellulaire. Et nos 2 amis, même chose. Le garçon a réussi lui aussi à conserver son cellulaire et notre amie, elle aussi, elle a perdu son sac à main. On s'est donc tous relevés, on a fait face à nos voleurs qui vraiment ont déquerpi. Puis nous, on est partis dans l'autre direction, on est retourné vers une station-service qui était pas très loin où il y avait de la lumière et des gens. Un peu sous le choc, on s'est dépêché, on a pris un taxi pour faire le bout de chemin qui nous restait pour retourner à nos Airbnb. Inquiétez-vous pas, tout va bien. On a eu plus de peur que de mal. On a eu quelques bleus, c'est tout, mais on s'est pas fait mal, donc heureusement. Mais c'est sûr que c'est une expérience plus ou moins le fun. Et disons qu'on a perdu notre belle naïveté de marcher tard le soir dans une ville qu'on connaît pas. Exactement ici que c'est arrivé. Le plus ironique dans tout ça, c'est que lors du souper sushi, on se disait justement, on échangeait sur nos multiples voyages, puis on se disait à quel point on avait toujours été chanceux, qu'on n'avait jamais vécu d'expérience dangereuse ou quoi que ce soit. Et oui, après coup, on s'est dit que c'était peut-être imprudent de ne pas avoir pris un taxi ou un Uber pour revenir à cette heure-là du soir. Mais il faut dire que ça faisait plusieurs jours qu'on habitait dans le quartier. On avait souvent arpenté les rues le soir. Souvent, il y avait beaucoup de monde. C'est une rue qui était très, très vivante. Mais là, on est revenu un dimanche soir, quand même à 7 heures. Faut dire que le dimanche, souvent, tout est fermé en Amérique latine. Donc là, la rue était très, très calme et c'était parfait pour les voleurs, pour une attaque nocturne. Après cette nuit mouvementée, on se réveille le lendemain et en plus, comble de malheur, on reçoit un message de notre compagnie de shipping qui nous dit en fait que la compagnie a décidé de faire un petit détour par la Jamaïque et donc que notre véhicule va arriver encore plus tard que prévu. En plus, le Airbnb où on séjourne n'est plus disponible. On peut pas extensionner notre séjour. Donc, on prend la décision de prendre un Airbnb avec nos container buddies. Puis, on s'est dit que l'attente à 4 serait peut-être moins pénible.
Au moins à 4, ben, c'était déjà un peu plus agréable. On se faisait des beaux gros repas, on s'est fait des soirées cinéma, mais c'est sûr qu'on était quand même assez découragés. Au total, c'est 6 délais qu'on a subis avant d'avoir nos véhicules. En extase devant les lettres de notre ville préférée. En train de faire le tour du quartier parce que j'ai vu hier sur Marine Traffic que le bateau est arrivé au quai. On est le 25, hier on était le 24. Donc on est un peu en avance sur la cédule que l'agence avec laquelle on fait affaire et les différents, en fait Costco, là, la compagnie de conteneurs, qu'est-ce qu'ils disent. Donc là on a pris un Airbnb hier, pas loin du port, à 100 mètres à vol d'oiseau. Puis le but c'était justement d'être pas loin pour d'aller faire nos vérifications nous-mêmes parce qu'on a vu que jusqu'à maintenant c'est ce qui était le plus efficace malheureusement. Donc là, je fais le tour du quartier, puis j'arrive pas à voir par-dessus les conteneurs quel est le bateau qui est là, parce que la compagnie nous dit « Votre bateau, il est pas encore arrivé au port. » Mais moi, ça fait 24 heures que je vois que le bateau est arrivé au port. Donc je cherche ça en ce moment, puis peut-être qu'un jour, la saga du conteneur et notre épopée à travers Cartagena va se terminer. Alors qu'on devait sortir nos véhicules du conteneur le 11 septembre, c'est finalement le 4 octobre qu'on a pu accéder à nos véhicules. Aujourd'hui, on va chercher nos autos. On est excités. C'est comme Noël. J'espère que ça va bien aller. Et puis c'est pas parce que le véhicule est sorti du conteneur qu'on peut partir avec. Il y a énormément d'étapes à compléter par la suite. Premièrement, un inspecteur doit passer pour venir voir que le véhicule nous appartient bel et bien et qu'il n'est pas volé. Ensuite, il faut aussi aller aux douanes en ville pour faire le processus d'importation du véhicule. Puis, finalement, il faut aller au bureau de la compagnie de shipping pour compléter le paiement. On quitte le port, on retourne au Airbnb et peut-être qu'aujourd'hui, en fin de journée ou demain, on va pouvoir venir collecter ou chercher la voiture et partir avec pour vraiment partir du port complètement. Là. Donc, on a très hâte. Hey, presque un mois, on peut enfin sortir avec nos autos. Ça fait 29 jours qu'ils étaient dans un conteneur, fait que c'est parti. Bon, alors, enfin, t'es capable! Vous comprendrez qu'on a été très déçus du service qu'on a reçu de Overland Embassy et de sa compagnie aussi avec qui il fait affaire en Colombie. Tout au long des délais, la communication était vraiment mauvaise. En fait, c'était toujours nous qui leur couraient après pour avoir des informations. On nous a caché des infos aussi. Le détour vers la Jamaïque était totalement injustifié. C'était vraiment très difficile d'en savoir plus. C'était stressant aussi comme processus. Il faut dire qu'au total, ça coûte près de 3000 $ canadiens. Envoyer un véhicule comme ça du Panama à la Colombie. On s'est d'ailleurs ostiné avec eux. On leur a couru après pour avoir un rabais, étant donné que c'est vraiment des délais qui sont exceptionnels parce que quand on fait affaire avec eux, normalement, ils nous disent que c'est de 10 à 14 jours avant d'avoir notre véhicule. Puis nous, ça a pris un mois au final avant d'avoir nos véhicules. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on sera sur une note beaucoup plus positive alors qu'on va découvrir la magnifique région de Boyaca en Colombie. Si vous avez aimé cette vidéo, gênez-vous pas de nous laisser un petit j'aime. Si vous avez des questions sur le processus d'importation du véhicule tel qu'on le fait, gênez-vous pas à les poser en commentaire. Merci beaucoup. Bye!